Alors aujourd'hui, on va parler du théorème de Bezout. Alors, le théorème de Bezout dit la chose suivante, soit A et B deux entiers. Dire que A et B sont promis entre eux, ça équivaut à dire qu'il existe un couple d'entiers vérifiant ceci. Un couple d'entiers UV tel que AU plus BV égale 1. Alors c'est une équivalence, ça veut dire que s'ils sont promis entre eux, alors promis entre eux, c'est-à-dire que le PGCD vaut 1. Alors on peut trouver U et V comme ça, et réciproquement, si on peut trouver U et V comme ça, c'est que ces deux entiers sont promis entre eux. Alors, ce théorème de Bezout est fondamental en arithmétique. Pourquoi fondamental? Puisqu'il a une multitude de conséquences. Alors, je vais déjà parler de ces conséquences et détailler une des conséquences, parce que les autres ont été faits sur d'autres vidéos, et évidemment démontrer ce théorème de Bezout à la fin. Alors, si la démonstration ne vous intéresse pas, vous pouvez regarder le début. Alors, pourquoi ce théorème de Bezout est si important que ça? Alors déjà parce que c'est une manière de caractériser que des nombres sont promis entre eux. Un exemple, donc ça c'est la première application. À partir du moment où je peux trouver un couple ici, UV vérifiant ça, c'est qu'ils sont promis entre eux. Si je prends par exemple deux entiers consécutifs, n et n plus 1, quelconque, eh bien ils sont obligatoirement promis entre eux, puisque si je fais n plus 1 moins n, ça me fait 1. Donc ici, le couple UV, c'est le couple 1 moins 1. Donc terminé. Deux entiers consécutifs sont promis entre eux. Ça, c'est une application. On pourrait le faire, évidemment, avec des exemples un peu plus sophistiqués. Alors évidemment, il y avait d'autres moyens de le faire, d'autres moyens pour démontrer que ces nombres sont promis entre eux en prenant un diviseur commun de n et n plus 1 et vérifier que le seul diviseur commun positif, c'est 1. Donc ça voudrait dire que les nombres sont effectivement promis entre eux. Ça, c'est la première application. Bon, alors c'est pas la plus importante, on va dire. La deuxième application, je fais par ordre d'importance. La deuxième application, c'est résoudre ce genre d'équation. On cherche tous les couples XY vérifiant AX plus BY égale C. ABC sont trois entiers qui sont donnés au départ et on cherche tous les couples XY vérifiant ça. Alors en général, quand vous avez une équation comme ça, on simplifie déjà au mieux. Donc après, on obtient une équation qu'on ne peut plus simplifier. Alors ce genre d'équation, on sait exactement la résoudre à condition justement que A et B soient promis entre eux. Ce qu'on appelle une équation diophantienne. Ça, c'est une application sur de Bezout. Ça, c'est la deuxième. Troisième application du théorème de Bezout, c'est le théorème de Gauss. On démontre le théorème de Gauss à partir du théorème de Bezout. Donc ça, c'est une application. Quatrième application, il y a tout un tas de propriétés qui se démontrent avec le théorème de Bezout. Par exemple, quand vous avez A premier avec B, par exemple, premier avec B, alors A est par exemple premier avec B carré. Alors comment par exemple on démontre ça? Dire qu'ils sont premiers, c'est-à-dire qu'on a AU plus BV égale 1. Vous réécrivez ça, AU plus BV égale 1. Et quand on fait le produit, membre à membre, vous avez ici B carré, V carré, ici. Et après, avec les, donc vous faites ça fois ça, ça fois ça, puis ça fois ça. Et là, vous pouvez mettre A en facteur. A facteur de quelque chose ici. Donc ici, vous avez deux entiers, tels que A fois cet entier plus B carré fois cet entier égale 1. Donc ça prouve que A et B carré sont promis entre eux. Donc ça, c'est l'utilisation du théorème de Bezout. Donc. Et de façon générale, si vous avez A et B promis entre eux, vous avez n'importe quelle puissance de A qui est également, c'est un nombre qui est promis avec n'importe quelle autre puissance de B. Donc voilà le genre de petites conséquences du théorème de Bezout. L'autre conséquence également, intéressante, c'est la notion de nombre inversible modulo P. Alors pourquoi? Parce que le théorème de Bezout se traduit par des congruences. Dire ceci, ça veut dire que AU, il existe U tel que AU congru à 1 modulo B. Bien, si A est un nombre qui est compris entre 1 et B moins A,
entre 1 et b moins 1, autrement dit, c'est pas 0, hein, évidemment. Alors ça, je ferai la remarque tout à l'heure, hein, les cas particuliers pour A et pour B. Mais si A est compris entre 1 et b moins 1, et si A est premier avec B, alors on sait qu'il existe U tel que AU est congru à 1 modulo B. Et le U qu'on peut choisir, il peut être aussi compris entre 1 et b moins 1. Donc on sait, grâce au théorème de Bezout, que si on prend un A entre 1 et b moins 1 premier avec B, alors on peut trouver un U entre 1 et b moins 1 qui vérifie ça. Eh bien on dit que U est l'inverse de A modulo B. Alors remarquez une chose, à partir du moment où A est premier avec B, eh bien U aussi est premier avec B. Bon, ça c'est une remarque. Bon, on peut faire plein d'autres remarques comme ça. Donc ça, c'est les notions d'inversible modulo B. Ça intervient souvent, par exemple, sur les nombres premiers, puisque c'est comme ça que l'on démontre le théorème de L'Aire ou le petit théorème de Fermat. Hein, par exemple, pour le petit théorème de Fermat, on utilise le fait que si vous avez ici un entier B qui est premier, si B est premier, tous les entiers qui sont entre 1 et B moins 1 sont inversibles modulo B. Alors oui, l'autre, pour finir, avant de faire les démonstrations, et la démonstration du petit théorème de Fermat, et peut-être de donner un exemple complet sur une équation diophantine. Simplement un petit rappel, pour que deux nombres soient premiers entre eux, si A vaut 0, eh bien on sait que le PGCD, eh bien on peut même marquer les diviseurs communs de 0 et d'un entier B, eh bien ce sont exactement les diviseurs de B. Bon, donc ici, 0 et B donc, sont premiers entre eux que si B vaut 1 ou moins 1. Donc quand on prend A égale 0, ici, B, pour qu'il soit premier entre eux, c'est 1 ou moins 1. Donc ça n'a pas d'intérêt, donc ça veut dire qu'en A et B, au départ, on les suppose non nuls. Et si l'un des deux vaut 1, et bien dans ce cas-là, le PGCD de 1 et de B, B non nul, donc, hein, B non nul, le PGCD de 1 et de B, c'est 1. Autrement dit, 1 est premier avec n'importe quel entier non nul. Alors ça se démontre avec le théorème de Bezout, hein, c'est très simple. Alors il n'y a pas besoin de théorème de Bezout pour démontrer ça, puisque ici, un diviseur commun de 1 et de B, et c'est donc un diviseur de 1, donc le plus petit positif, c'est 1, donc c'est terminé. Mais si on utilise le théorème de Bezout, on peut dire que 1 fois 1 plus B fois 0 égale 1. Donc ici, on a bien deux nombres U et V, de telle sorte que ça me donne 1. Donc le théorème de Bezout me dit qu'effectivement 1 et B sont premiers entre eux. Bon, maintenant passons aux équations diophantiennes, puis après à la démonstration du théorème de Bezout. Quel est le principe de la résolution d'une équation diophantienne? Alors par exemple, je prends cet exemple, 3x plus 5y égale 2. Bien. On veut trouver tous les couples. Alors je prends exprès des nombres pas très grands, hein, pour ne pas compliquer les calculs. Donc on veut trouver tous les couples xy d'entiers, solution de cette équation. Alors déjà, on a besoin d'un couple de solutions particulières. Donc on faut trouver x0, y0, vérifiant ça. Alors on pourrait procéder par tâtonnement, puis finalement trouver un couple x0, y0 qui vérifie ça. Alors là, c'est pas très compliqué. Mais imaginez ici que les nombres soient beaucoup plus grands. Ça pourrait être effectivement les calculs plus compliqués et il faut trouver une méthode autre qu'une méthode par tâtonnement. Alors remarquez ici, l'équation a été simplifiée. Alors, je fais en sorte que tout soit simplifié. Donc je prends en fait une sorte d'équation, on pourrait dire irréductible. Alors la première chose, pour trouver ce fameux couple, on se ramène à l'équation 3u plus 5v égale 1. D'avance, ça nous dit que cette équation-là, elle a des solutions. On sait qu'il y a des solutions si et seulement si 3 et 5 sont premiers entre eux, ce qui est le cas. Donc celle-là aussi. Donc ici, à partir du moment où vous avez simplifié ici une équation, et ces deux nombres ici, ces deux coefficients, ces deux entiers ne sont pas premiers entre eux, alors d'avance, cette équation n'a pas de solution. Bon, ça c'est une première chose. Alors là maintenant, pour trouver U et V, alors vous allez dire, là c'est évident, parce que si on prend U égale 2 et V égale moins 1, eh bien ça donne bien 1.
3 fois 2 plus 5 fois moins 1, ça fait bien 1. Mais sinon, si c'était plus compliqué, la méthode, ça serait de faire 3u congru à 1 modulo 5. Et on fait cette table-là, on mettrait u, 3u. Donc u, ce serait 0, 1, donc 2, 3, 4. On fait modulo 5. Alors, c'est même pas la peine de mettre 0, puisque u, ça ne peut pas être 0. Hein. Je vous rappelle, c'est ici l'inverse de 3 modulo 5. Donc, ça ne peut pas être 0, c'est même pas la peine de mettre 0. Donc, je mets 1, 2, 3, 4. Modulo 5. Et je fais 3u. Donc, ici, je fais 3. Je fais 6. Alors, 6 modulo 5, c'est 1. Et c'est terminé. C'est terminé. Mais je pourrais faire continuer. 9 modulo 5, c'est 4. Et 12 modulo 5, c'est 2. Alors pourquoi c'est terminé? Puisque ici, on obtient 2. Donc ici, U, c'est 2. Donc normalement, avec cette congruence, on a même toutes les solutions. Alors, pour l'instant, j'ai fait une vidéo qui explique comment on peut obtenir toutes les solutions directement. Là, c'est simplement une solution particulière. Donc ici, je trouve U égale 2. Et il suffit de remplacer pour trouver V. Donc ici, ça fait 3 fois 2, 6. Donc 5V égale 1 moins 6, ça fait moins 5. Et donc V égale moins 1. Donc on a une solution particulière. C'est le couple U0, V0, qui vaut, c'est le couple, on a dit 2 moins 1. Alors comprenez ici que là, les calculs, c'était pas la peine de faire tout ça, parce que c'était simple. Mais c'est la peine de faire ça si les coefficients étaient plus compliqués. Alors maintenant qu'on a trouvé un couple pour l'équation 3u plus 5v égale 1, eh bien on en déduit ici un couple de solutions particulières pour celle-là. Il suffit de multiplier par 2. Donc si je prends le couple x0, y0 égale 2 fois u0, v0, c'est-à-dire si je prends ici 2u0, je prends 4 et moins 2. Je multiplie par 2, c'est bien sûr solution de cette équation. Pourquoi? Parce qu'ici, avec U0, V0, ça donne 1, donc si je multiplie par 2, ça va donner 2. Vérifiez, il n'y a pas de souci. Maintenant, on veut toutes les solutions. Donc comment on rédige? Donc au départ, on va dire si x, y, le couple x, y, solution de E. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'équation E. C'est-à-dire si x, y vérifie 3x plus 5y égale 2. Bon, on sait que x0, y0 vérifie la même chose. C'est ce qu'on a trouvé avant. Donc ce qu'on fait, c'est on fait ici la différence membre à membre. Donc ça fait 3, donc là c'est alors, alors 3 facteurs de x moins x0 plus 5 facteurs de y moins y0 égale 0. Donc ça me donne ici 5 facteurs de y0 moins y. J'ai transposé. Alors là, ça va vous dire quelque chose. Par exemple, j'ai ici ce nombre-là, c'est donc un multiple de 5. Ça veut dire que 5 divise 3 facteurs de x moins x0. Et on utilise le fait que 3 est premier avec 5. Donc 5 divise ce produit est premier avec 3. Donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise x moins x0. Et dire que 5 divise x moins x0, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que x moins x0 égale 5k. X moins x0 égale 5k. Donc ça, c'est une première étape. Et on pourrait refaire dans l'autre sens. On pourrait dire 3 divise ce produit. Comme 3 est premier avec 5, donc 3 divise y0 moins y, toujours avec le théorème de Gauss. Alors si on fait ça, on peut faire comme ça. Mais dans ce cas-là, attention, il faudrait dire il existe k' tel que y0 moins y égale 3k'. Et après, démontrer que k égale k'. Alors là, je vais faire autrement. Ce n'est pas la peine de faire dans l'autre sens, je fais uniquement dans un sens. Et après, vous voyez, le x moins x0 égale 5k, en fait, je le remplace ici. Donc je remplace x moins x0 à ce niveau-là.
par 5K. Et donc si on remplace x moins x0 par 5K, on peut simplifier par 5 ici, et on obtient que y0 moins y égale 3K. Donc on obtient y0 moins y égale 3K. Je prends ça, je simplifie par 5, et j'obtiens ça. Donc, qu'obtient-on? Je fais le ménage. Donc voilà ce qu'on a démontré. On a démontré que si xy est solution de l'équation E, alors il existe k dans z, tel que x moins x0 égale 5k, et y moins y0 égale moins 3k. On avait trouvé ici y0 moins y égale 3k. C'est-à-dire x égale x0 plus 5k, et y égale y0 moins 3k. Bon, alors il faut faire une réciproque. Donc réciproquement, si x et y s'écrivent comme ça, k est un entier relatif, il faut alors vérifier que xy est bien solution de E. Comme ça me donne bien toutes les solutions de E. Alors comment on fait pour vérifier? Alors, je vais ici tout simplement, donc on fait la réciproque. Donc ça c'est 6 cette fois-ci. Et il faut démontrer alors ici. Alors c'est une simple vérification, parce qu'il suffit de faire 3x ici, plus 5y. Donc je fais 3x, ça fait ici, donc je vais le faire ici, 3x0 plus 15k, plus 5y, c'est-à-dire plus 5y0 moins 15k. Et on sait que 3x0 plus 5y0, ça me donne 2. Et 15k moins 15k, ça fait 0. Donc, xy est bien solution de E. Donc ça démontre que l'ensemble des couples solutions de cette équation-là, donc ça c'est l'équation ici, l'ensemble des couples d'entiers solutions de cette équation, c'est exactement l'ensemble de ces couples-là. x0 plus 5k, y0 moins 3k, quand k est dans Z. Alors il y a un point de vue géométrique à ça. Si je prends ici ax plus by égale c, donc équation simplifiée et a et b promis entre eux, et cette fois-ci je prends x et y des réels, eh bien ça c'est l'équation d'une droite. Bon. Dire que cette équation a des solutions entières, c'est-à-dire des couples d'entiers, ça veut dire que cette droite-là, elle passe par en fait des nœuds du quadrillage. Alors ce que j'appelle des nœuds du quadrillage, ce sont tous les points de coordonnées entières. Donc une droite, de façon générale, une droite d'équation ax plus by égale c, où a, b, c sont des entiers, équation simplifiée. Eh bien une telle droite passe par les nœuds du quadrillage si et seulement si a et b sont promis entre eux. Et dans ce cas-là, non seulement elle passe par des nœuds du quadrillage, mais elle passe par une infinité de nœuds de ce quadrillage. Donc là, c'est un point de vue géométrique. Bon, maintenant, il reste à démontrer le théorème de Bezout, si ça vous intéresse. Donc voilà le théorème de Bezout. Alors, je vais d'abord supposer que les entiers A et B sont des entiers naturels, c'est-à-dire positifs, non nuls et différents de 1. Parce que j'ai déjà expliqué pourquoi non nuls et différents de 1. Pourquoi positif? Parce qu'en fait, le PGCD de A et de B, c'est le même que le PGCD de leur valeur absolue. Valeur absolue de A, valeur absolue de B. Et ici, donc, si je le démontre donc, pour des entiers positifs, pourquoi je l'ai également pour les entiers négatifs? Parce que tout simplement, si j'ai un couple comme ça, avec les valeurs absolues, eh bien on sait que la valeur absolue de A, c'est soit A si A est positif, c'est soit moins A si A est négatif. Alors imaginez que A soit négatif, eh bien donc j'aurai ça dans ce cas-là, et imaginez que B soit également négatif, donc, et donc j'ai bien un couple UV, c'est moins U et moins V. Bon, donc je n'ai pas besoin ici de prendre A et B entiers quelconques. A et B se sont posés des entiers positifs, non nuls et différents de 1. Bon, ceci étant dit,
Pour démontrer ce théorème-là, il y a un sens qui est évident, c'est celui-ci. Alors pourquoi ce sens est évident? Parce que s'il existe un couple UV vérifiant ça, on en déduit aisément que A et B sont promis entre eux. C'est simple, prenons un D, un diviseur de A et un diviseur de B. Donc D, un diviseur strictement positif de A et de B. Et bien si ça divise A et B, ça divise toute combinaison de A et de B, donc D divise cette combinaison AU plus BV, qui vaut 1, par hypothèse. Donc D divise 1, et comme D est un diviseur strictement positif, D vaut 1. Donc le seul diviseur strictement positif commun de A et de B, c'est 1. Ça veut bien dire que le PGCD, c'est 1. Et donc A et B sont promis entre eux. Alors maintenant, il faut faire la réciproque. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Alors la réciproque, je suppose que A et B sont promis entre eux. Il faut que je trouve U et V tel que AU plus BV égale 1. Alors l'astuce consiste à choisir l'ensemble, à considérer l'ensemble des entiers de la forme AX plus BY qui sont strictement positifs. Donc je prends tous les nombres qui s'écrivent sous la forme AX plus BY et qui sont strictement positifs, donc des entiers strictement positifs de cette forme-là. Alors évidemment, est-ce que cet ensemble existe bien, est-ce qu'il est non vide? Bah oui, parce que si je prends par exemple x égale 0 et y égale 1, ça me donne b. Et b, j'ai dit que c'était un entier strictement positif, et même plus grand que 1, strictement plus grand que 1. Je pourrais prendre x égale 1, y égale 1, donc il y a ici des nombres dans E. Il y a A, il y a B, il y a A plus B, etc. etc. Bon. Alors comme ici, j'ai des entiers positifs, strictement positifs, j'ai le droit de prendre ce qu'on appelle le plus petit d'entre eux. Donc j'appelle D, le plus petit élément de E. Donc le dire que c'est le plus petit élément de E, ça veut dire deux choses. C'est non seulement c'est le plus petit, qu'il est strictement positif et qu'il est de la forme AU plus BV. Donc ça veut dire qu'il y a un couple UV tel que AU plus BV égale D, et en plus c'est strictement positif. Et tous les autres nombres qui sont de cette forme-là, AX plus BY, sont donc supérieurs ou éventuellement égaux à D. Bon, ça c'est la définition du plus petit. Bon, alors en fait, il s'agit de démontrer que D c'est 1. Et si D vaut 1, ça voudra dire qu'effectivement on aura bien trouvé U et V tel que AU plus BV égale 1. Alors comment démontrer que D vaut 1? N'oubliez pas que l'hypothèse, c'est que le PGCD de A et de B, c'est 1. Donc pour démontrer que D vaut 1, je vais démontrer que D divise A et D divise B. Si D divise A et divise B, comme c'est un diviseur strictement positif, ça voudra dire que D vaudra 1, puisque le plus grand diviseur commun de A et de B, c'est 1. Donc ça veut dire que D égale 1. Le seul diviseur strictement positif commun de A et de B, c'est 1. Et donc ici, D serait donc un diviseur strictement positif commun de A et de B, donc ce serait 1. Donc il suffit de démontrer que D divise A et D divise B, et utiliser donc l'hypothèse ici. Alors maintenant, comment on démontre que D divise A? Alors pour démontrer que D divise A, on va prendre la division euclidienne. C'est-à-dire on va démontrer que le reste de la division euclidienne de D de A par D, eh bien c'est 0. Donc la division euclidienne, ça veut dire que A c'est de la forme Q fois D plus le reste, plus un reste. Ici le reste c'est censé être compris entre 0 et donc division euclidienne par D et D. Et donc il s'agit de démontrer que ce reste est nul. Bon, alors allons-y. Donc j'ai écrit ici ce qu'était ici R. C'est le reste de la division euclidienne de A par D. Et ce que je vais faire, je vais remplacer ici D. Vous voyez ici, D c'est AU plus BV. Et je l'ai ici. Donc le AU plus BV, je vais le remplacer ici. Donc ça me fait A
égale Q fois AU plus BV plus R. Donc je vais isoler R ici et je vais tout mettre de l'autre côté. Donc si je mets tout de l'autre côté, je vais mettre ici A en facteur, donc A facteur de 1, ici moins Q U, ici plus B facteur de moins Q V égale R. Donc ça, ce nombre-là, je vais l'appeler ici grand X et celui-ci grand Y. Donc R est de la forme AX plus BY. Bon. Alors si c'est de cette forme-là, je vous rappelle qu'un reste, c'est un nombre qui est positif ou nul. Donc c'est de la forme AX plus BY, X et Y entiers. Est-ce que ça appartient à l'ensemble E au départ? Alors je vous rappelle que l'ensemble E, c'est l'ensemble des nombres de la forme AX plus BY strictement positif. Donc le R ici, il appartient à E si il est strictement positif. Sinon, il est nul. Alors est-ce que R peut appartenir à E? Est-ce qu'il peut être strictement positif? Alors, on écrit, je vais effacer ici, et je vais faire le raisonnement. Dire que R appartient à E, puisque c'est cette forme-là, ça veut dire que R est strictement positif. Mais dire que R appartient à E, comme c'est cette forme-là, et que D, tout à l'heure, c'était, je rappelle, le plus petit élément de E, ça veut dire que R est donc supérieur ou égal à D. Et là, vous avez la contradiction. Parce que ça, j'utilise le fait que D, c'était le plus petit élément de E. Donc de cette forme-là, AX plus BY est strictement positif. Donc dire que R appartient à E, ça veut dire que R est supérieur ou égal à D, mais R est strictement inférieur à D. Donc là, vous avez une contradiction. Donc ça veut dire que R ne peut pas appartenir à E. Donc R n'appartient pas à E. Et dire que R n'appartient pas à E, ça veut dire que R est nul. Parce que dire que R appartient à E, ça veut dire que R serait strictement positif. Et on sait que c'est un reste, donc c'est soit nul, soit strictement positif. Donc ça veut dire que R égale 0. Et dire que R égale 0, ça veut bien dire que D divise A. On fait la même chose avec B, c'est exactement le même type de raisonnement. Donc D divise B, puis après on dit que D divise A et B, et comme A et B sont premiers entre eux, donc D vaut 1. Et donc on a bien trouvé un nombre on a bien trouvé le couple UV tel que AU plus BV égale 1. Ça termine la démonstration du théorème de Bézout.